J'ai le plaisir vraiment de partager avec vous aujourd'hui ce sujet qui me tient à cœur, en finir avec la dépendance affective pour réveiller pleinement l'entrepreneur en vous. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que je vois à quel point les entrepreneurs que je suis peuvent être affectés par leur dimension affective, leur dimension amoureuses, voilà, qu'est-ce qu'ils vivent dans leur couple ou s'ils n'ont pas couple, et en particulier cette thématique de la dépendance affective. Et j'ai choisi de partager ce sujet avec un spécialiste de ces thématiques-là. C'est Romy Malbrougou et j'aimerais beaucoup donc que tu te présentes et nous dire un petit peu voilà, d'où tu viens et comment est-ce que tu as envie de partager ce sujet. Ok, donc moi je m'appelle Romy Mabrougou, je suis psychologue de formation. Ça me fait, là on est en 2019, donc j'ai un peu plus de 12 ans d'expérience et voilà, en tant que je suis installé à mon compte, je suis entrepreneur et c'est vrai que lorsque je discute avec d'autres entrepreneurs ou lorsque, voilà, personnellement aussi ça m'est arrivé, lorsqu'on n'est pas complètement sorti en fait de la dépendance affective, et on va voir un petit peu dans cette conférence, cet échange avec vous, ce que c'est. Tant qu'on n'est pas en fait complètement sorti de cette dépendance affective, ça va avoir un impact en fait sur notre proactivité, sur notre capacité en fait à embrasser les challenges de la vie d'entrepreneur. Donc, on va en parler un peu plus dans les détails. On ira aussi dans tout ce qui est, voilà, d'où est-ce que ça vient exactement, quelles sont les étapes pour s'en sortir et quel travail en fait doit faire l'entrepreneur exactement pour justement euh, utiliser l'autonomie affective au service du succès dans son entreprise. Merci, Romy. Je vais dire quelques mots aussi de qui je suis. Donc, je suis Anne-Catherine Pozza, et depuis 15 ans, j'aide les entrepreneurs effectivement à améliorer leur vie affective. J'habite Genève et j'accompagne les personnes un peu partout dans le monde. Je me suis passionnée depuis plus de 30 ans autour des relations hommes-femmes, autour de la créativité, tout ce qui nous amène à honorer cet élan créateur, quel qu'il soit, pour rédiger un business plan ou réaliser une peinture, et la dimension de l'amour sous toutes ses formes. Et j'ai pu voir à quel point les passerelles qu'il y a entre la sexualité et la capacité à générer de l'argent, notre érotisme et la capacité à être créatif, notre affectivité et la capacité que nous avons voilà, à entrer en relation saine et harmonieuse avec autrui. Voilà, donc ceci étant dit, ben, je veux bien qu'on pose un peu le décor, si tu es d'accord, Romy, un peu de Bien la sûr. situation, justement. Tu as un petit peu énoncé quelques pistes, peut-être on peut creuser encore un peu. Oui, bien sûr. Donc, euh, avant tout, en fait, c'est important de savoir clairement en fait, ce que c'est que la dépendance affective. Ensuite, on verra un petit peu pourquoi est-ce que c'est important d'en sortir, quelles sont les conséquences désagréables en fait de la dépendance affective. Il y a fort à parier en fait que vous allez vous reconnaître dans ce que je vais vous proposer, vous dire. Et ensuite, dans une deuxième partie, nous parlerons en fait des solutions. Nous parlerons de comment est-ce qu'on en sort en fait concrètement. Super. Donc, on peut entrer dans le vif du sujet. Donc, à tout moment, en fait, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les poser. Si vous regardez ça en replay, n'hésitez pas non plus en fait à poser vos questions en fait dans la zone des commentaires. Et ben, nous, on se fera un plaisir en fait avec Anne-Catherine de répondre en fait à vos questions. Donc, sans plus tarder, en fait, qu'est-ce que c'est quand on parle de dépendance affective, en fait, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Donc, la dépendance affective, en fait, elle est marquée par 12 signes, 12 symptômes, en fait, qui la caractérisent. Alors, on parle de symptômes dans le jargon de psychologue, mais
il faut savoir en fait que ce n'est pas considéré comme une maladie, ce n'est pas une maladie. Donc, si vous êtes dépendant affectif, vous n'êtes pas en fait malade. C'est juste une manière dont votre personnalité en fait s'est construite. Alors, la personnalité en fait, quand elle se construit de cette façon-là, elle va être complètement adaptée lorsque, c'est très souvent dans l'enfance que la personnalité se construit. Donc, l'enfant, en fait, quand il construit sa personnalité va s'adapter à son environnement. Or, ce qui se passe, c'est que lorsque l'on grandit, lorsque l'on s'insère en fait dans la vie active et lorsqu'on devient entrepreneur, le fait de garder notre personnalité, les traits caractéristiques de la dépendance affective, qui caractérisent la dépendance affective, va affecter en fait grandement notre réussite. Donc, il y a 12 traits caractéristiques de la dépendance affective. Le premier, et qui est plutôt un atout, c'est la peur, l'angoisse en fait à l'idée d'être seul. Donc, en quoi en fait ça peut être un atout pour un entrepreneur? Ça va être un atout parce que justement, ça va vous amener en fait à être dans la communication. Et on sait très bien une chose, c'est que si nous voulons en fait, développer une activité, nous avons besoin de partager, de communiquer et de rayonner. Donc, ça, c'est ce premier symptôme, ce premier signe, la peur de la solitude, va nous amener en fait à nous mettre en avant. Par contre, ça va pas nous permettre, au bout d'un moment, on a besoin d'équilibre en fait dans la vie, donc on a besoin d'être avec les autres, et on a aussi besoin d'être avec soi. Donc, si nous ne faisons pas un travail en fait sur cette peur de la solitude, alors lors des moments où naturellement la vie va nous ramener à nous-mêmes, alors ce qui va se passer quand la vie nous ramène à nous-mêmes, comme nous avons peur de passer du temps avec nous-mêmes, de nous affronter nous-mêmes, de faire face à nos souffrances, alors ça va être plutôt un frein, c'est qu'on va passer du temps peut-être à déprimer, à ne pas aller bien, alors que ce temps-là pourrait être, si nous travaillons dessus, ce temps-là en fait pourrait être utilisé pour justement approfondir la connaissance de nous-mêmes, la connaissance de nos forces, la connaissance en fait de ce que l'on fait de bien. Donc, un entrepreneur pour moi épanoui est un entrepreneur qui à la fois passe du temps avec les autres, mais sait aussi faire en fait cet équilibre, cette balance entre le fait de passer du temps avec les autres, mais aussi le fait de passer du temps de qualité avec soi. Donc ça, c'est pour le premier symptôme, c'est la peur d'être seul, la peur de la solitude. Est-ce que Catherine, par rapport à ce symptôme, tu aurais des questions, tu aurais des remarques à faire, des compléments d'information Euh, à Je trouve très intéressant, effectivement, la peur d'être seul. Un des effets, en fait, de l'entrepreneuriat, c'est souvent d'être seul, d'être isolé, parce qu'on a beaucoup de décisions à prendre, que l'on est seul face à ces décisions. Et comme tu le disais très bien, c'est que c'est vrai que ça peut être utilisé finalement dans l'autre sens pour aller chercher soit des entrepreneurs comme nous et de rejoindre un groupe d'entraide, soit de se faire aider aussi par un coach. Donc ça, ce sont aussi des pistes à considérer. Exactement. Ça peut être la création ou la recherche d'un mastermind, par exemple, peut vraiment contribuer en fait au développement de l'activité. Parce qu'à ce moment-là, en fait, on ne va plus être seul. Ensuite, un autre signe que l'on retrouve en fait dans la dépendance affective, c'est c'est un signe en fait qui est vraiment très, on va dire, très handicapant, parce que en tant qu'entrepreneur, en fait, nous sommes des leaders. Et un leader, qu'est-ce qu'il fait? Il doit prendre des décisions. Donc, le deuxième signe de la dépendance affective, en fait, c'est le besoin d'approbation de la part des autres. Donc, on a du mal, en fait, à se valider. On a du mal, en fait, à s'approuver. Et ce qui entraîne que les décisions prennent du temps avant de se faire. Et ça amène, en fait, chez l'entrepreneur, en fait, ce qu'on appelle, ce que vous connaissez certainement, c'est la procrastination. Voilà. Donc, le besoin, la recherche d'approbation, en fait, va amener la procrastination. On va avoir du mal à décider, on va avoir du mal à passer à l'action.
Or, il y a pire, il n'y a pas pire en fait pour un entrepreneur d'être dans cette indécision, de ne pas faire de choix ou d'attendre en fait que ça vienne de l'extérieur. Donc là encore, comme le disait à l'instant Catherine, le fait d'être accompagné, d'être coaché, ça peut vous amener en fait effectivement à prendre des décisions plus vite parce que vous aurez l'approbation. Par contre, vous restez avec ce handicap, cette incapacité en fait de pouvoir vous valider vous-même. Et ça, c'est vraiment un frein en fait au développement de votre activité d'une manière constante et pérenne. Donc, bien évidemment, tout à l'heure, on vous donnera des solutions par rapport à ça, comment est-ce qu'on va faire. Mais pour l'instant, voilà, c'est vraiment un problème majeur, en fait, de ne pas être en mesure de s'approuver soi-même, de se valider soi-même pour passer à l'action et pour rester dans ce flot d'activité, de dynamisme. Voilà, ça c'était le deuxième ça. Oui, merci Romy. J'ai pensé aussi effectivement à ce, comment on appelle ça, ce besoin de légitimité. Et lorsqu'on ne se sent pas légitime, ça peut nous handicaper, effectivement, on se remet en question, on peut avoir des doutes, est-ce que je suis la bonne personne pour faire cela, mais pour qui est-ce que je me prends pour oser m'afficher sur cette thématique-là. Donc c'est vrai que c'est challengeant hein, à l'intérieur de soi de se dire, mais oui, finalement, c'est bien ça. Donc c'est voilà, à considérer aussi. Oui, c'est vrai que oui, ça fait totalement écho à ça, en fait, le besoin de légitimité. Et moi, j'accompagne énormément d'entrepreneurs, en fait, qui ont du mal à se lancer parce que elles, bon, c'est souvent des femmes que j'accompagne, parce qu'elles ne se donnent pas, en fait, cette légitimité alors elles peuvent avoir voilà, j'accompagne des thérapeutes, elles ont des dons de clairvoyance, voilà, de clairaudience, etc. Et même si elles ont ce don-là, il n'y a pas cette légitimité. Il y a toujours des personnes qui sont mieux, toujours des personnes en fait, alors que non, en fait, c'est vraiment, c'est important de se valider soi-même. Ensuite, oui. J'ai une chose qui me vient, Romy, c'est que je me demande dans quelle mesure la, la difficulté à s'approprier notre propre puissance au sens noble du terme, c'est-à-dire vraiment cet endroit où nous sommes rayonnants, cet endroit où nous sommes compétents, cet endroit où nous sommes justement légitimes, mais complètement légitimes. Qu'est-ce qui fait que tellement de personnes, et peut-être même des personnes qui n'ont pas cette particularité de la dépendance affective, sont touchées par cette difficulté à aller vraiment incarner pleinement ça, comme si comme s'il y avait une sorte de chape de plomb sur le fait de dire non, non, mais je ne peux pas prendre trop de place, il faut que je reste petit. Qu'est-ce que tu pourrais en dire par rapport à ça? Alors, c'est en lien totalement avec l'un des symptômes en fait de la dépendance affective qui est le manque d'estime de soi. C'est-à-dire que on grandit avec une certaine image de nous-mêmes et devenir entrepreneur en fait, ça demande en fait d'être un minimum rebelle et de casser par rapport à cette loyauté familiale où la famille nous a donné une certaine image. On a grandi avec cette image-là, on s'est adapté. Mais être entrepreneur demande en fait de se connaître profondément. Ça demande aussi de mettre de côté toutes les, entre guillemets, les fausses identités avec lesquelles on a grandi pour pouvoir incarner en fait la meilleure version humaine, pour pouvoir accéder à une identité qui correspond en fait à qui nous sommes profondément. Donc ça, c'est un gros travail en fait que je fais lorsque j'accompagne les gens à vraiment se donner en fait. C'est-à-dire que j'ai juste donné un exemple en fait hier. Donc j'ai un jeune homme qui pendant très longtemps en fait on l'a dévalorisé. Pendant très longtemps en fait il a eu tendance en fait à lui-même à faire la même chose, à se dévaloriser. Et à un moment donné, je lui pose la question suivante, c'est qu'est-ce qu'il aimerait penser de lui? Et là, il me dit, par rapport à ce qu'il fait, il me dit, ben, j'aimerais penser de moi que je suis quelqu'un de brillant.
Parce que très souvent, quand je vois les gens brillants, ça me parle, j'ai envie d'être comme eux, je me sens en fait que je suis comme eux et on m'a appris en fait que c'était de la prétention, que c'était du narcissisme, que c'était de l'égoïsme. Et du coup, euh, ils ne se donnaient pas ce droit-là en fait d'être brillant, alors que concrètement, euh, par rapport à tout ce qu'il met en place, on voit en fait qu'il est voilà, intellectuellement brillant, mais lui-même ne se reconnaît pas en fait comme ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est travailler en fait à ancrer cette croyance, à détruire, à casser cette croyance que bah, penser de moi que je suis brillant, c'est être quelque part vaniteux, c'est être prétentieux, c'est manquer d'humilité, etc. Donc on a cassé ces croyances-là. Parce que très souvent, ce sont ces croyances qui nous empêchent d'avoir une bonne estime de nous-mêmes. Voilà, si ça peut juste éclairer, c'est vraiment donc, le manque d'estime de soi avec toutes ces croyances qui nous maintiennent dans un manque d'estime de nous-mêmes. Donc, à faire péter, à faire exploser. C'est quand on est entrepreneur, il n'y a pas le choix en fait. Si vous voulez rayonner, vous devez en fait vous assumer pleinement en fait qui vous êtes. Et très souvent, c'est vraiment pas gênant de se dire à soi-même hein, qu'on est brillant, qu'on est ceci, qu'on est cela. C'est quand on va le dire aux autres que là, on va se sentir mal, on va paraître prétentieux. Donc c'est pour ça que c'est important de se l'avouer à soi-même, qui nous sommes, qui nous voulons être, et ensuite de laisser nos actes, de laisser ce que nous faisons, nos réalisations en fait, dire de nous qui nous sommes, mais de ne pas le dire. Je pense que la vraie modestie, c'est ça, c'est vraiment de penser, être incarné, et ensuite laisser les actes en fait, et les gens dire les choses. Parce que les gens douteront toujours de ce que vous allez dire, mais ils ne remettront jamais en question en fait ce que vous faites. Voilà. Donc, message en fait pas. Et je veux bien Alors, suivre, volontiers. oui, tu as une question? Non, tout va bien, c'est super. Alors, ensuite, un autre, je pense qu'on est au quatrième, un autre symptôme en fait de la dépendance affective. C'est un symptôme qui est vraiment, qui dans ma vie d'entrepreneur en fait m'a causé énormément de tort. C'est la difficulté à dire non. Or, et j'ai eu la chance, hein, avec Catherine, on s'est rencontrés alors qu'on faisait partie d'un coaching avec Margot. Et vraiment, ce que j'ai appris lors de ce coaching-là, ce coaching haut de gamme, c'est vraiment en fait l'importance d'être sélectif, l'importance en fait de pouvoir dire non. Parce que lorsque vous ne dites pas non, vous allez accueillir en fait toutes sortes de clients, même des clients en fait avec qui le feeling ne passe pas, qui ne partagent pas les mêmes valeurs. Et du coup, lorsque vous travaillez pour des personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs, vous n'êtes pas vivifié en fait à l'intérieur. Vous avez tendance à vous forcer. Il y a un engagement financier qui est pris, donc vous allez aller jusqu'au bout des choses. Et si vous avez du mal à dire non, vous avez alors avoir aussi du mal en fait à vous désengager d'une coopération, d'un contrat implicite avec quelqu'un en fait, mais qui vous apporte pas beaucoup de joie. Donc la capacité en fait à dire non est essentielle en fait si la capacité à être sélectif, c'est vraiment essentiel si vous voulez en fait éloigner des personnes en fait qui ne contribuent pas à créer pour vous un environnement qui soit soutenant et vraiment faire en sorte d'optimiser vos énergies, les conditions dans lesquelles vous êtes, dans lesquelles vous travaillez, pour pouvoir donner le meilleur de vous à vos clients et avec des clients avec lesquels vous avez plaisir à travailler. Donc, ça demande vraiment de prendre du temps pour clarifier avec qui vous avez envie de travailler, que ce soit en tant que partenaire ou client, et avec qui vous ne voulez pas en fait travailler. Et vous méritez en fait vous méritez de travailler avec des personnes qui vous stimulent au quotidien, des personnes en fait qui ont tendance vraiment à éveiller cette étincelle et à soutenir cette étincelle en fait. Donc voilà, le quatrième, c'est vraiment la difficulté à dire non. Et ça nous empêche gravement de pouvoir avoir le résultat que l'on souhaite aussi.
Oui, absolument. Et je crois que le corollaire de ça, c'est d'être capable de dire oui et de dire oui à soi. Et pour se dire oui à soi, eh bien, c'est aussi cette capacité d'être en référence interne, c'est-à-dire, et ça je le dis systématiquement à mes clients, c'est OK, il y a ce que dit l'extérieur, ce que les il faut, les je dois, mais qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que j'ai besoin là dans l'instant et de m'honorer dans ce je dis oui à quoi? J'ai besoin de ça, ça, ça. Moi, j'ai besoin d'un environnement calme, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'un engagement, qu'un client soit engagé envers moi, donc qu'il soit partie prenante je ne veux pas être la locomotive, non, 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 je suis vraiment celle qui va avec. Et donc, effectivement, la capacité de dire non, elle va démontrer aussi on prend le risque quand on est dans ce schéma-là de s'engager avec des transactions cachées. C'est-à-dire qu'OK, on peut signer un contrat avec des choses qui sont écrites, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ouais. Je peux avoir, moi, en tant qu'entrepreneur, la peur de manquer et du coup, je vais accepter, comme tu le disais tout à l'heure, un contrat qui n'est pas 100% bien pour moi. Et l'autre, ben, aussi, va faire une sorte de mezzo. Donc, c'est pas Ah ouais, mais complètement. Complètement, oui. C'est vrai que le corollaire, oui, c'est le fait de dire oui à soi, dire oui à son épanouissement, dire oui à l'abondance. Donc ça va vraiment très loin et dans ce que j'entends de ce que tu dis, c'est vraiment prendre soin de soi, en fait. Prendre soin de s'offrir en fait les meilleures conditions de travail. Si je crois que je sais plus qui a dit ça, mais une fois j'ai entendu lors d'une conférence que euh, dans la vie en fait on a tous des contraintes et quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on a aussi nos contraintes. La seule différence en fait, c'est qu'on choisit en fait, nos contraintes et on choisit nos challenges, on choisit nos défis. Donc un autre signe en fait de la dépendance affective, et c'est un signe en fait qui est pas, comment dire, qui est pas trop mal non plus, dans le sens où il y a aussi ses avantages, c'est la générosité excessive. Donc c'est très important quand on est entrepreneur en fait d'être dans le don. Euh, voilà, dans beaucoup de stratégies en fait marketing, ce qui est préconisé, c'est de donner d'abord, donc de donner, de donner, de donner. Mais, mais si, mais quand on est dépendant affectif, on va être uniquement que dans le don et on ne va pas forcément en fait être dans la demande et dans le fait de recevoir également. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont avoir du mal en fait à oser demander, demander à être payé, etc. Et beaucoup d'entrepreneurs en fait peuvent se retrouver, et j'en ai fait partie, où euh, je donne énormément de connaissances, etc. Et à aucun moment en fait je demandais une contrepartie financière. Donc pendant des années, voilà, financièrement en fait c'était assez difficile. Et lorsque j'ai compris en fait que il me fallait réaliser l'équilibre entre trois choses. À la fois le fait de donner, à la fois le fait de demander, et c'est ensuite, une fois que l'on demande, ensuite qu'on commence en fait à recevoir. Et puis, si la personne en fait refuse de travailler avec nous, ben, c'est tout à fait OK. Mais comme on est OK avec comme on a de la facilité, comme on a travaillé le fait d'avoir du mal à dire non, ben, c'est beaucoup plus facile d'accepter les noms de certaines personnes et puis ensuite de passer à quelqu'un d'autre et puis de lui faire des propositions. Donc, si vous avez du mal avec le fait de vendre, vendre n'est ni plus ni moins en fait que de demander, que de faire une proposition. Et quand on dit demande, il ne faut pas confondre avec une exigence. Une exigence, en fait, l'exigence, c'est je te demande quelque chose, mais je m'attends à un oui. Tandis qu'une vraie demande, c'est je m'attends à un oui et je m'attends aussi à un non. Et du coup, ça enlève la pression que l'on peut se mettre soi et qu'on peut mettre aussi à l'autre dans cette transaction. Donc, vraiment, voilà, ce symptôme-là de générosité excessive, c'est vraiment de faire attention à être dans la demande également, dans l'équilibre entre la demande et aussi le fait de recevoir.
il me vient une Ensuite, image de... oui, Oh, pardon. Il me vient une image de l'enfance, tu sais, d'associer ça, en fait, le fait de demander à un enfant qui est dans la cour d'école et qui va vers un groupe d'enfants et ou voilà, qui dit, est-ce que tu veux jouer avec moi à ça? Et je dis ça parce que il me vient cette notion oui, d'innocence, de virginité. Il n'y a rien, on n'a pas reçu toutes ces injonctions, toutes ces peurs, toutes ces brimades, tous ces rejets qu'on a pu vivre à un moment donné qui nous a figés dans un modèle, alors que justement, de retrouver cette innocence, cette pureté de l'enfant qui dit, et si on jouait ensemble? ouais. Oui, 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 et j'aime cette image parce que pour moi, euh, pour moi, en fait, vraiment, le business ou la vente, c'est vraiment ça. C'est que, écoute, je sais que je peux t'aider, et j'ai envie de co-créer, j'ai envie de jouer avec toi. Est-ce que tu as envie de jouer avec moi aussi? Et qu'est-ce qui, toi, qui contribuerait à ton bonheur? Donc, je vais te proposer des choses qui vont contribuer à ton bonheur. Et est-ce que, en échange, tu pourrais contribuer à mon bonheur en me donnant, en me rétribuant financièrement? Donc, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment comme ça, en fait, que je vois la vente et qu'on devrait voir la vente comme vraiment un jeu de contribution, une envie vraiment de faire que l'autre soit heureux et qu'il ait une belle vie, qu'il ait voilà, une hygiène de vie, un style de vie un peu qui lui correspond. Ouais. Alors ensuite, dans la dépendance affective, ce qu'on retrouve aussi, c'est donc là, je vous ai parlé en fait de la générosité excessive, mais ce qu'on retrouve aussi en fait, c'est le contrôle. C'est-à-dire que très souvent, il y aura en fait de la, comment dire, dans la dépendance affective, il y aura de la jalousie. Quand on est en couple ou quand on est la dépendance affective, en fait, ça se retrouve dans le couple, mais ça se retrouve aussi, en fait, ça peut se retrouver également dans la relation amicale, par exemple. Donc, quand on est dans cette volonté de contrôler les comportements de l'autre, ses pensées, ses actes, ses agissements, euh, donc, parce qu'on a un fort besoin d'appartenance, alors ça va poser problème. Donc, dans l'entrepreneuriat, en fait, on va retrouver ça aussi lorsque l'on va projeter en fait des choses où on va, euh, par rapport à un prospect notamment, où on va attendre en fait de cette personne, on va être dans une forme de manipulation, euh, on va être dans des peurs, il y a la peur qui ne simule pas, la peur en fait que et tout ça, en fait, si nous ne guérissons pas à l'intérieur de cette dépendance, on, on va en fait se priver de plus en plus de clients parce que les clients ne se sentiront pas, ils vont capter une vibration qui est pas tout à fait OK. Et ça, c'est vraiment un niveau inconscient. Et ces personnes, en fait, comme elles vont se sentir accaparées par nous, les personnes, en fait, vont naturellement partir. Donc, quand on est entrepreneur, on est vraiment en fait au service des personnes, à l'écoute de leurs besoins. On est vraiment dans cette empathie. Et c'est cette empathie, c'est cet amour en fait que nous donne et cette liberté qui est laissée à l'autre d'aller. Parfois, il arrive, hein, et ça m'est souvent arrivé, que je donne énormément de contenu, je partage beaucoup, et que au final, la personne décide de travailler avec quelqu'un d'autre. C'est tout à fait OK en fait de laisser partir parce que euh, lorsque l'on va se prendre cette responsabilité, lorsque on va se dire, OK, très bien, moi, ma responsabilité, c'est juste de rayonner, de transmettre en fait des informations. Après, les gens vont vers qui ils veulent. Quand on est dans cet espace de sécurité et de se laisser libre et de laisser libre les autres, alors le flot d'abondance en fait peut venir. Mais si nous n'avons pas travaillé par rapport à notre dépendance affective, cet aspect de ce sentiment en fait d'accaparer l'autre, ça se traduit par dans la dépendance affective, ça se traduit par le fait de contrôler l'autre, de fouiller dans son portable, par exemple quand on est en couple, d'aller voir, de faire de l'ingérence dans la vie de l'autre. Alors ça, c'est une attitude en fait qui a tendance vraiment à éteindre notre rayonnement. Et au lieu d'aller vers le haut, on aura alors à ce moment-là tendance en fait à se restreindre
dans notre vibration, dans notre rayonnement. Et donc, c'est vraiment une des épines, en fait, à enlever si l'on veut devenir, en fait, un entrepreneur qui rayonne. J'ai Anne-Catherine, la parole. actuellement un client qui est effectivement dépendant affectif, il est marié et il a effectivement été dans le téléphone de sa chérie parce qu'il soupçonnait peut-être un comportement voilà, qu'il n'arrivait plus à contrôler. Je pense qu'il a dû sentir un peu une sorte de distanciation. Et c'est le mot rayonnement qui m'a fait tilt parce que encore ce matin, je lui envoyais un message en lui disant mais c'est important de te centrer sur toi, sur qu'est-ce qui te fait vibrer toi, sur quelles sont tes aspirations, parce qu'en fait, il est toujours dirigé, enfin toujours, la plupart du temps, dirigé, penché vers l'autre. Et quand je suis penchée vers l'autre, eh ben, si l'autre il s'en va, je tombe. Donc, c'est vraiment le chemin que je lui demande de faire. Enfin, c'est vraiment de se redresser, de se mettre debout. Il appelle ça droit dans ses bottes. Et il a compris parce qu'on a travaillé aussi au niveau corporel. Vraiment, il le sent quand il est. Je lui dis de marcher dans l'espace et il le sent quand il est vraiment dans sa puissance. Ses pensées sont calmées et il peut vraiment être voilà, ancré. Et j'ai vraiment envie que ce message-là d'éviter d'être penché vers l'autre, c'est-à-dire que notre psychisme est tout le temps en train de générer des crochets vers l'autre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'elle pense? Est-ce qu'il va aimer? Est-ce qu'il va aimer? Est-ce qu'il va être content? Est-ce qu'il va être d'accord? Est-ce que j'aurais dû faire autrement? Et la difficulté, c'est que en ayant soi-même ce programme-là, ça va engendrer des réactions de défense et parfois d'agression par rapport à ce schéma-là. Et du coup, effectivement, de dire, bah oui, non, t'es pas gentil ou t'es pas bon, qui n'est pas forcément la réalité, mais qui, d'après moi, est plutôt un mécanisme de se défendre de ces projections. Oui, complètement. Et c'est vraiment, comment dire, j'allais dire triste, dommage, parce que de façon générale, en fait, la dépendance affective nous prive de la pleine expression, en fait, de nous-mêmes. C'est comme si chaque trait de la dépendance affective était un peu comme des poids, en fait, qui vous empêchent de vous déployer complètement. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important, en fait, de connaître, en fait, ces 12 poids, en fait, qui vous retient, qui vous empêchent, et d'effectuer, en fait, un travail dessus pour que vous puissiez vraiment devenir, prendre la responsabilité, en fait, à la fois de votre vie d'entrepreneur, et puis aussi de votre vie de couple, en fait. Voilà, si vous êtes en couple. Donc, un autre critère aussi, un autre trait de la dépendance affective, c'est l'incapacité à être heureux, heureuse seule. Donc, au tout début, je vous avais parlé en fait de la peur de la solitude. Et là, c'est très semblable. La seule différence, c'est vraiment cette notion on ne sait pas en fait prendre soin de notre bonheur. Et le bonheur, en fait, vient lorsque l'on prend soin, en fait, de nos besoins psychologiques. À mesure que l'on prend soin de nos besoins psychologiques, par exemple, quand on est entrepreneur, avoir assez de sommeil, ça c'est important, être entouré de personnes qui nous soutiennent, nourrir notre estime de nous-mêmes, ensuite pouvoir passer à l'action et également pouvoir nourrir les besoins de sécurité et de liberté qui sont liés à l'argent. Le fait de gagner de l'argent va nous permettre de nous sentir sereins, sécures financièrement et puis être libre également. Donc, tant qu'on ne prend pas soin de ça, on va être incapable en fait de pouvoir être heureux dans sa vie en fait d'entrepreneur. De la même façon, il y a des entrepreneurs qui gagnent beaucoup, mais qui pour autant en fait ne sont pas heureux. Donc certes, ils ont leurs besoins de sécurité et de liberté en fait qui sont nourris. Par contre, il y a d'autres besoins comme celui d'amour. Je reviendrai en fait dans un instant sur
8 besoins psychologiques quand on est dans la dépendance affective dont il faut absolument prendre soin. Donc, voilà, l'incapacité à être heureux, heureuse seule. Anne-Catherine, est-ce que tu souhaites compléter? Est-ce que ça te parle? Tu connais des entrepreneurs qui... Oui, effectivement, c'est... Comment est-ce que je peux imaginer même... parce que quand on est entrepreneur et qu'on doit décider de quelque chose ou qu'on doit créer quelque chose, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai besoin d'un espace de solitude, j'ai besoin d'un espace où voilà, je fais table rase. Et si j'ai peur justement d'être seule et d'être dans l'inconnu, comment est-ce que je m'offre cet espace de création, de créativité? Parce que j'ai peut-être besoin tout le temps d'être stimulée, d'aller voir quelqu'un, d'aller boire un verre chez X, Z. Donc, ça peut être handicapant aussi, ça. Complètement, oui. Ah oui. Ah oui. Ouais. Ah oui, mais ça handicape pleinement parce qu'il y a ce manque de centrage, justement. Ce manque d'être dans son axe. Et au bout d'un moment, quand on n'est pas dans son axe, on s'épuise. Et voilà, ça va être le burn-out, ça va être l'accident, quoi, l'accident psychologique. Et j'essaie de trouver en fait un exemple d'une personne. Non, là, ça ne vient pas. Mais on peut passer en fait au signe suivant. Donc le signe suivant, c'est vraiment lié en fait au manque d'estime de soi. Donc c'est l'un des critères c'est l'un des piliers de l'estime de soi, mais je l'ai extrait en fait. Je l'ai mis à part parce que dans le développement personnel, dans ce milieu-là, on a tendance à le mettre à part, bien que ça fasse partie en fait de l'estime de soi. C'est ce qu'on appelle la confiance en soi. Donc, c'est notre capacité, en fait, la confiance en soi se définit un peu comme le courage ou la détermination, comme la capacité d'agir malgré nos peurs. Donc, la personne, en fait, qui se montre courageuse, c'est pas une personne, en fait, qui n'a pas de peur, mais c'est juste que, ok, je note, là, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Parce que je sais que en faisant ça, je vais dans le sens de ce que je souhaite. Donc, très souvent, si dans votre vie en tant qu'entrepreneur, vous êtes dans les peurs et que c'est difficile pour vous en fait de sortir de votre zone de confort, ça va être important en fait de vous faire aider en fait par rapport à ça parce que si vous manquez de confiance en vous, vous n'allez pas en fait rayonner énormément. Vous allez être peut-être timide, peut-être réservé, et le fait d'être dans ces états-là, ça va vous amener en fait à la faillite sur le plan financier. Parce que la communication, le fait de rayonner, le fait de partager, d'être visible au plus grand nombre, de sortir en fait de votre timidité, c'est ce qui va vous garantir en fait d'avoir autant d'abondance que vous souhaitez. Mais si vous êtes dans ce manque de confiance en soi, vous n'allez pas aller bien loin. Et si vous n'avez pas d'outils pour dépasser vos peurs, ou vous n'êtes pas accompagné pour dépasser vos peurs, voilà, il y a de fortes chances que très vite, vous commenciez à souffrir d'insécurité parce que l'argent ne rentre pas assez, etc. D'autant qu'il faut savoir qu'il faut voir beaucoup de monde pour faire juste une vente. Vous avez besoin d'être en contact avec beaucoup de personnes. Donc, si vous avez ces peurs-là, ben, allez-y. N'ayez pas peur non plus. Une des peurs que je retrouve aussi, c'est la peur soit d'échouer et son inverse, la peur de réussir, la peur d'oser se montrer, la peur de sortir du lot. Mais quand on est entrepreneur, en fait, on n'a pas le choix. On est obligé en fait de sortir du lot, on est obligé de se différencier parce que la concurrence, elle est là. Donc, ce manque de confiance en soi, en fait, va vous bloquer. Et c'est pour ça que travailler sur ce manque de confiance en soi, se libérer de la dépendance affective à cet endroit-là est vraiment vital pour justement votre entreprise si vous voulez en fait la développer de façon pérenne.
Ouais. Et je peux témoigner de quelque chose par rapport à la visibilité. Je suis depuis 15 ans, enfin même plus, depuis 2000. Donc depuis l'an 2000, voilà. J'ai développé cette expertise autour de l'amour, de l'érotisme, et donc j'ai beaucoup été sollicitée par les médias. Et je n'avais absolument aucune difficulté à parler à un micro, parler devant une caméra ou parler devant un parterre de 200 personnes ou plus. Par contre, quand j'ai choisi de commencer à travailler sur Internet et donc à créer des produits en ligne, le fait de me montrer en live sur Internet, le fait d'activer une technologie qui me faisait très peur parce que j'avais peur de me tromper, était un vrai challenge pour moi. Ou de faire un webinaire, enfin bref, de ne pas être parfaite dans l'utilisation de ces outils. Et j'ai vraiment été, oui, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai fait un premier live lors d'un événement, et petit à petit, ben, finalement, le cadeau qu'il y a derrière mes peurs, eh ben, il y a un apprentissage, il y a Mm. un sentiment, parce qu'en fait, la confiance en soi, elle se construit par l'action. L'action que j'ai peur au départ, je vais la faire une première fois. Et même si je tombe, c'est important que je remonte sur mon vélo une deuxième, une troisième fois. C'est là que va se bâtir cette confiance en soi. Et aujourd'hui, dans certains aspects de cette fenêtre bien spécifique que je viens de nommer, eh bien, je peux même dire que j'ai du plaisir comme je le fais d'ailleurs aujourd'hui, maintenant, avec ces visioconférences, d'interviewer des gens, c'est un vrai bonheur. Donc, j'ai découvert, en fait, en traversant cette peur, j'ai découvert un endroit de plaisir, de fun, et finalement, qui me permet d'allier une compétence et de contribuer en fait à délivrer un message et ouais, enfin de concilier différentes choses. Donc ça vaut vraiment la peine d'aller un petit peu en dehors de notre zone de confort. Ah oui, mais je crois que il y a une coach un jour qui m'a dit que, et j'avais trouvé ça assez juste, qui m'a dit que la vie d'entrepreneur, en fait, c'est comme la vie d'un sportif. Il faut toujours, en fait, se dépasser. Il faut toujours, en fait, aller chercher encore plus loin. Et c'est vraiment infini, en fait. À partir du moment où on sort de notre zone de confort, on s'aperçoit qu'il y a un vaste horizon devant soi et qui est jamais, qui est inextinguible, en fait. C'est jamais, on ne peut pas, enfin, voilà, on a vraiment de quoi faire. En fait. Quand on sort de sa zone de confort, il y a toujours des choses à dépasser. Et comme le disait Anne-Catherine, si la confiance en soi est liée effectivement à l'action, et comme parfois on a besoin en fait d'être rassuré, alors les formations peuvent nous rassurer, et surtout l'information. On a besoin d'information, on a besoin de savoir, ça peut nous rassurer. Mais une fois qu'on sait tout, qu'on a la tête pleine d'informations, à un moment donné, il faut faire le pas. À un moment donné, en fait, il faut y aller. Et je me souviens, en fait, qu'une fois, je devais faire un saut de 20 mètres dans un bassin. Je l'avais jamais fait. Et je voyais, en fait, des enfants de 11 ans, pardon, 10 ans le faire. Et ils sautaient une fois, et moi, j'étais encore là, et j'étais avec cette peur, en fait, qui était là. Je regardais en bas le bassin, et j'étais juste avec mon dialogue, en fait, le dialogue intérieur qui arrêtait pas de tourner. Et à un moment donné, donc, il y a un enfant, donc c'est la troisième fois, hein, il a sauté déjà 3 fois. Je lui demande, mais comment tu fais en fait? Il a 11 ans. Je lui dis, mais comment tu fais pour sauter? Et là, il m'a donné en fait une leçon dont je me souviens en fait aujourd'hui à chaque fois. Il m'a dit, ben, je pense à rien. Je pense à rien. Et là, je me suis dit, ok, ben moi, la difficulté, le piège que j'ai, dans lequel je tombe là, à ce moment-là, c'est que je pense trop. Et alors à ce moment-là, ben, j'ai juste avancé mon corps en fait en avant et je me suis laissé en fait tomber. Et du coup, j'ai réalisé mon premier saut. Et, ça demande beaucoup d'humilité aussi parfois, hein, de poser des questions. Là, en l'occurrence, c'était
Donc moi, je crois que j'avais 38 ans à l'époque. Donc lui, il avait 11 ans, il le faisait. Mais voilà, pour moi, c'était lui l'expert. Il était expert parce que c'était son troisième saut. Moi, j'en avais fait zéro. Et puis, une fois que j'ai sauté, après, je me suis dit, bon, ben, ok, j'ai compris le truc. Et je suis allé plus haut. Voilà. Et puis, il y a un petit gamin qui me dit, attends, c'est ton premier saut, tu vas pas sauter du plus haut plongeoir. Je lui dis, mais écoute, ben si. Et j'ai compris le truc, il faut que je pense à rien, il faut que je saute, c'est tout. Et je l'ai fait aussi. Donc, il était impressionné et voilà, c'était le juste retour par rapport à ce qu'il m'avait donné, lui, comme info et lui montrer bah, voilà, que je peux aller encore plus haut maintenant, juste avec cette pépite en fait qu'il m'avait donnée. C'est une fois qu'on sait tout, bah, voilà, il faut penser à rien et puis agir, passer à l'action. Voilà pour la petite anecdote. Et très souvent j'y pense et puis bah, mes clients aussi que j'accompagne à la réunion, je leur fais passer par ce test-là, initiatique, ça fait comme initiative de sauter. La semaine prochaine, je vais dans un bassin avec un client là, qui a peur, qui manque de confiance en lui. Et c'est vrai que voilà, c'est vraiment, une fois qu'on passe à l'action, ben, voilà, c'est du concret maintenant. On sait qu'on a fait. Et là, ça ne ment pas en fait. C'est soit on le fait, soit on ne le fait pas. Il y a pas d'autre échappatoire. Donc le manque de confiance en soi, Euh, voilà, c'est un des symptômes qu'on retrouve dans la dépendance affective et dont il faut se débarrasser si on veut vraiment être un entrepreneur rayonnant. Et ensuite, une chose, mais ça c'est un des symptômes que je retrouve qu'on retrouve dans la dépendance affective. Par contre, chez les personnes en fait, qui sont entrepreneurs, on le retrouve pas trop. C'est que très souvent, quand on est dépendant affectif, ce sont les autres qui vont décider à notre place. On attend. Alors tout à l'heure, on avait vu en fait la validation, le besoin d'approbation, mais là, ça va plus loin. C'est que la personne qui est dépendante affective, elle attend que l'autre assume la responsabilité de sa vie. C'est-à-dire que la personne qui est dépendante affective n'ose pas vivre sa vie en fait, parce que elle pense faire des mauvais choix, elle n'a pas confiance en elle, elle a une mauvaise estime d'elle-même, donc elle sait que voilà, elle se crée de la souffrance et que si c'est elle qui décide, elle va encore se créer de la souffrance, sans s'apercevoir en fait que c'est parce qu'elle laisse les rênes aux autres qu'elle se crée de la souffrance. C'est parce que les autres vont donner des conseils vont lui donner des conseils, mais ces conseils sont toujours par rapport à la personne qui donne des conseils. C'est-à-dire que si moi, je vais te dire à toi, en fait, ce qui, moi, me rend heureux, mais peut-être que si je te dis, ben, fais ça, peut-être que ça va pas te correspondre. Peut-être que ça va pas contribuer, en fait, à ce que tu sois heureux. Donc, ça demande vraiment d'aller un gros travail d'introversion pour se connaître, pour savoir, en fait, quelles sont les valeurs que l'on porte en soi, pour savoir qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait plaisir. Et je vois l'entrepreneuriat comme une voie d'accomplissement de soi, comme une voie ultime en fait d'éveil spirituel en passant par l'éveil en fait à soi-même. Voilà. Donc le signe, le symptôme dont je viens de vous parler à l'instant, c'est vraiment le fait de donner à l'autre la responsabilité de sa vie. Oui, ce mot d'introspection, il est tellement important, effectivement. C'est chaque jour, moi, quand je suis le témoin de comment est-ce que je réagis, je réfléchis, je prends mes décisions. Et c'est vrai, c'est que chaque fois, en fait, une mise en lumière d'une facette différente et comment est-ce qu'effectivement je peux soit la valider, dire yes, c'est bien, voilà, bravo. Ou alors peut-être, bon, ok, comment est-ce que tu peux l'ajuster un petit peu en fonction du résultat que tu as obtenu, qui n'est peut-être pas forcément optimal. Donc oui, c'est un chemin vraiment de chaque jour, quoi. Et dans ce chemin de chaque jour, en tout cas pour moi, c'est important d'y insérer des pauses,
Parce que c'est vrai qu'on pourrait être gourmand et disons d'être tout le temps dans l'action, action, action, action. Et là, c'est là le risque de se cramer, de se brûler, de se fatiguer finalement. Donc, il n'y a pas de musique sans silence. Donc, oui, l'action, c'est bien avec des pauses. Ouais, complètement. Il y a, donc là, on a passé en revue en fait les 10 premiers symptômes de la dépendance affective. Il en reste encore 2. Le 11e symptôme, c'est l'insécurité affective. C'est-à-dire que, alors ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans une relation en fait de couple qui a duré 6 ans, de vivre en fait ce symptôme-là d'insécurité affective où il y a cette peur de l'abandon qui se réveille, les peurs du rejet qui sont là. Et lorsque vous vivez une relation, en fait, si ça, ce n'est pas guéri, en fait, si ces blessures-là ne sont pas guéries, quand vous êtes entrepreneur et que vous vivez ce genre de relation qui réveille ces blessures-là, ben, pendant 2 jours après, vous êtes mort, en fait. Vous êtes là dans cette souffrance, dans cette tristesse, vous êtes en train de gérer tout ça et pendant ce temps-là, votre business, en fait, n'avance pas. Et si tant est que vous ayez prévu, en fait, un événement et que vous avez cette blessure-là qui est réveillée, ça va être très difficile, en fait, de mener à bien jusqu'au bout, en fait, cet événement. Ça peut être une conférence, ça peut être la vie d'entrepreneur, en fait, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça vous demande, en fait, d'être, alors pas forcément au top tous les jours, hein, comme te le dire des Tony Robbins ou des David Laroche, mais ça demande, en fait, une certaine gestion émotionnelle, un rythme, en fait, qui soit vraiment dans une forme d'acceptation, en fait, de ces mouvements-là, en fait. Et, mais après, ça demande aussi une capacité de résilience. La capacité de résilience, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité en fait à rebondir après ce genre d'événement et de rebondir le plus vite possible pour se remettre en fait sur les rails de vos objectifs. Donc ça, vraiment essentiel, c'est de pouvoir en fait guérir ces blessures, sinon ça va réveiller beaucoup d'insécurité affective dans vos relations. Et même cette insécurité-là va se traduire par du stress par rapport aux finances, notamment. Voilà, si vous n'avez pas autant de finances que vous souhaitez, si voilà, vous avez cette peur de facture, cette peur de comment est-ce que je vais faire pour payer le loyer, comment est-ce que j'ai des enfants à élever. Donc vraiment, ça demande ce travail de quelque part. Alors bon, là, je vais donner la clé, en fait, une solution maintenant, même si elle n'est pas complète. Mais ça demande un travail, en fait, de foi, de travailler, en fait, la foi en soi, la foi en la vie, la foi en Dieu, si vous avez voilà, une religion particulière ou une spiritualité particulière. Donc, ça demande, en fait, de cultiver, en fait, cette foi. Et récemment, je cherchais, en fait, l'étymologie pour préparer, en fait, cette intervention. Je cherchais, en fait, l'étymologie du mot foi. Et je suis arrivé, en fait, à quelque chose qui m'a plu, c'est la foi, en fait, étymologiquement, ça signifie d'être fidèle, donc c'est en lien avec le mot fidèle, d'être fidèle à ce à quoi on s'est engagé à faire. Donc la foi, c'est de pouvoir en fait vous visualiser quelque chose, vous avez fixé un objectif, et la foi en fait c'est d'aller jusqu'au bout de cet objectif, coûte que coûte. Vous fixez ça, vous ne laissez pas vos peurs en fait vous parasiter, et c'est vraiment avec foi, avec force intérieure, de dire ok, je vais l'atteindre. Je veux ça et je vais me donner tous les moyens en fait pour réaliser ça. Donc ça c'est le seul moyen de sortir en fait de l'insécurité affective, c'est de cultiver cette foi totale, ce sentiment d'invulnérabilité et d'invincibilité.
I can do it, le fameux Yes we can je crois que c'était le slogan de Barack Obama. Donc ça c'était le 11e symptôme, donc l'insécurité affective. Et le 12e, donc le dernier symptôme, c'est qu'en général, et c'est en lien avec l'histoire que je vous racontais juste avant, en général, quand on est dans la dépendance affective, on va attirer à soi des personnes, en fait, qui... Alors, aujourd'hui, c'est à la mode de parler de relations toxiques, de partenaires toxiques. Pour moi, en fait, il n'existe pas, en fait, de partenaire toxique. C'est... La toxicité vient de la dynamique relationnelle, en fait, de la relation. C'est que la toxicité vient quand on se met en couple, parce qu'on a fait le choix, il y a un choix implicite de se nourrir sur le plan affectif, en termes d'amour. Et dès qu'il n'y a plus en fait cet amour, dès qu'il n'y a plus ces gestes qui viennent nourrir l'amour, à ce moment-là, la toxicité en fait dans une relation commence à se développer. Et ça se développe parce que l'amour laisse place en fait à des peurs, à des angoisses. Donc tout ce qu'il y a de plus sombre en nous en fait commence à se réveiller avec ce jeu de peur d'abandon, d'angoisse, de peur du rejet, toutes ces blessures en fait qui sont là, qui à un moment donné se remontent en fait à la surface. Et toutes ces blessures-là remontent à la surface parce que nous sommes censés, dans cette relation-là, apprendre à développer notre capacité en fait à aimer, à s'aimer soi et à aimer l'autre. Donc du coup, tout ça, ça remonte, sauf que c'est très difficile en fait de pouvoir gérer tout ça. En même temps, si on n'est pas accompagné, si on n'est pas formé, si on n'a pas conscience en fait de ce qui se joue à ce moment-là. Donc, très souvent, l'un des moyens de sortir de ça, c'est juste de développer son estime de soi. Et en même temps que le développement de l'estime de soi, c'est de développer en fait une chose qui, à mon avis, manque énormément en fait dans le monde d'aujourd'hui. En fait, on nous apprend pas vraiment à ça, c'est à se respecter, le respect de soi-même. Donc, se respecter, qu'est-ce que j'entends par se respecter? Pour moi, le respect, en fait, c'est une question de connaître ses limites. Et dans la dépendance affective, si on ne sait pas dire non, du coup, comment est-ce qu'on peut prendre conscience en fait de nos limites et les faire respecter? Et ben, c'est la souffrance. C'est grâce à la souffrance en fait qu'on sait où sont nos limites. C'est un peu comme si je vous dis là, faites le grand écart. C'est au moment où vous allez donc écarter, essayer de faire le plus possible le grand écart, au moment où vous commencez à ressentir la douleur au niveau des muscles, au niveau des jambes, que là, vous êtes en dehors en fait de votre zone de confort. Donc, vous êtes en train en fait de stresser l'organisme à ce moment-là. Et sur le plan affectif, c'est la même chose. Quand il y a trop de souffrance, c'est le signe en fait que vous êtes en train de trop stresser en fait votre structure psychologique. Et à bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça craque. Et c'est très douloureux. Et ça vous demande beaucoup plus de temps pour vous en remettre. Donc, sous quelle forme? Burn-out, ça peut être un pétage de câble, à un moment donné où voilà, vous en prenez un client, vous en prenez un partenaire, etc. Et voilà. Donc, vraiment, ce symptôme-là, le fait d'attirer à soi en fait, des partenaires toxiques, il va être réglé si vous développez en fait davantage votre respect de vous-même. Donc voilà, on a fait le tour des 12 symptômes. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que Catherine, tu as un partage pour compléter en fait ce que vous venez de partager? J'aime beaucoup cette idée effectivement que la souffrance serait en fait un indicateur qu'on a dépassé quelque chose. C'est-à-dire on ne s'est pas respecté à un endroit. On pourrait, enfin, quand j'écoute, c'est presque un petit peu comme une sortir de sa zone de confort, avec la conscience quand même que
moi, en tout cas, c'est ce que je dis à mon client, c'est que la souffrance n'est pas ontologique. C'est pas relatif à l'être. C'est pas, on n'est pas obligé de souffrir. On peut très Exactement. bien, si j'utilise la chaise, ici le rebord de ma chaise comme étant ma limite, je peux très bien choisir d'aller juste stretcher un petit peu pour aller voir et puis de me dire, ah, ok, là je peux ajuster, et du coup décider en conscience, mais je suis pas obligée d'aller là ou même ici et puis dire, ah, puis d'avoir des courbatures pendant 2 semaines. Pourquoi est-ce que je me donne Exact- le temps? Exactement. C'est Exact. c'est aussi garder une C'est forme ça. d'écologie, un équilibre, une harmonie entre l'expérimentation, l'apprentissage, mais je suis pas obligée d'être dans la souffrance, hein. Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment la question du choix. C'est vraiment la question du choix. C'est-à-dire que euh, ce qui me fait souffrir aujourd'hui, je vais reprendre cette métaphore-là de faire le grand écart. Donc, il se peut que ça vous crée énormément de souffrance aujourd'hui, mais au bout d'un moment, si vous vous entraînez, si vous développez en fait votre souplesse, et psychologiquement aussi, si vous développez votre flexibilité, c'est-à-dire votre indulgence et votre bienveillance, parce que très souvent, en tant qu'entrepreneur, on a tendance à être très exigeant par rapport à nous-mêmes. Donc, si vous développez en fait cette souplesse, cette indulgence, vous allez pouvoir atteindre des choses. Mais c'est aussi d'accepter là où vous en êtes aujourd'hui. Et que vous voulez aller là-bas, c'est chouette. Par contre, psychologiquement, vous n'êtes pas prêt encore. Et, et si vous êtes dans la dépendance affective, vous n'allez pas en fait avoir ce réflexe naturel de prendre soin de vous, de vous offrir en fait suffisamment de bienveillance, mais aussi d'aller chercher les informations nécessaires pour vous permettre de réaliser en fait ce grand écart. Mm. J'aimerais donner un exemple qui m'est arrivé hier. J'avais donc convenu depuis 10 jours un rendez-vous avec une cliente. Je lui ai envoyé un questionnaire avec 3 petites questions que je l'avais invitée à répondre avant notre rendez-vous. Et je me réveille, je regarde mon ordinateur, c'est à peu près 9 heures, on avait rendez-vous à 11h30, et je vois qu'elle n'avait pas répondu à ce questionnaire. Et je me suis dit, eh bien, je vais lui proposer qu'on reporte le rendez-vous. Et donc, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, j'ai vu que vous n'aviez pas pu répondre au questionnaire, je vous invite à ce que nous reportions le rendez-vous. Et là, j'ai vu qu'effectivement, elle s'est manifestée, elle m'a appelée, et puis elle m'a dit, ah oui, oui, effectivement, j'ai eu beaucoup de choses à faire, mais je pensais qu'on pourrait quand même faire le rendez-vous, est-ce qu'on peut faire? J'ai dit non. Non, non, je pense que c'est mieux qu'on ne le fasse pas et qu'on reporte. Et j'étais très assertive à ce moment-là parce que je sentais que c'était juste pour moi ce jour-là de ne pas le faire parce que je n'avais pas l'énergie pour la recevoir. Et en même temps, je pense que c'est bon pour la relation parce que j'ai pris le leadership en fait. Si j'avais accepté qu'elle ne réponde pas à mon questionnaire, je perdais une forme de leadership dans l'accompagnement. Et du coup, Tout elle à aurait fait. pu continuer, soit à ne pas venir à un rendez-vous, ou disons à potentiellement abuser en fait. Donc j'ai posé une limite et je suis très contente de l'avoir fait. Donc ça, c'est aussi un enseignement parfois. Parce que oui, j'aurais Oui. pu dire oui, on peut bien sûr, mais quelles sont les conséquences aussi de ça? Et puis, c'est vrai que ce que tu dis, ça parle aussi d'engagement. L'engagement de la personne, si, ouais, ça parle de sa motivation, cet engagement, et on sait que sans engagement, c'est très difficile de réaliser des sauts quantiques euh, et des shifts dans notre esprit. Donc, vraiment, parfois, j'avais l'occasion de faire ça aussi dans un groupe où j'ai dit aux gens que je voulais un groupe qui soit dynamique, et puis si voilà, s'ils ne participaient pas à ce moment-là, ben voilà, je les sortais du groupe. Donc là encore, si on a du mal en fait avec le rejet, avec la blessure d'abandon, on ne peut pas en fait faire ça. Et pour autant, c'est très utile parce que justement, il y a des personnes effectivement qui se sont réveillées. Ça les a stimulés tout d'un coup. Ils se sont réveillés et puis ils se sont montrés en fait dynamiques. Et puis c'est aussi pour les personnes parce qu'à ce moment-là,
elles font l'expérience d'une vie beaucoup plus pleine, beaucoup plus intense, et on les amène en fait à vivre une vie qui soit dynamique et dynamisante en fait. Donc c'est vraiment une belle action de coaching en fait que l'on fait à ce moment. Oui, absolument. Romy, je propose que gentiment, on arrive vers la fin et puis évidemment, dans la partie 2, eh bien, on dévoilera l'espace de solution. Est-ce que tu serais d'accord de les résumer, les 12 points, Oui, bien sûr. de les lister? Donc, oui, tout à fait. Donc, dans l'ordre, nous avons la peur de la solitude, numéro 1. Ensuite, numéro 2, nous avons, alors qu'est-ce que je vous ai dit? Parce que du coup, je ne vous ai pas dit dans l'ordre classique. La peur numéro 2, c'est le besoin d'approbation. Voilà. Ensuite, numéro 3, la difficulté à dire non. Numéro 4, la générosité excessive. Numéro 5, nous avons alors l'incapacité à être heureuse seule ou à être heureux seul. Ensuite, numéro 6, nous avons, alors que je ne dise pas de bêtises, le numéro 6, donc on a parlé de ça, ça et ça. Nous avons donc, j'ai dit la générosité excessive ou pas? Oui, hein? Oui. Il me semble. Okay. Donc le numéro 6, c'est le manque d'estime de soi. Numéro 7, le manque de confiance en soi. Ensuite, numéro 8, c'est le fait de laisser à l'autre la responsabilité d'assumer notre vie. Numéro 9, le sentiment de propriété, c'est-à-dire le fait de vouloir s'accaparer l'autre, que ce soit le client, que ce soit l'autre. Et nous avons donc en numéro 10, donc l'insécurité affective. Et il me manque un. Nous avons donc l'attraction des partenaires toxiques en numéro 12. Et il m'en manque un. Je vais juste vérifier ma petite fiche. Estime de soi. Ah oui, exact. Et l'autre, ça va être le dernier en fait que j'ai. C'est le besoin de plaire à tout prix. Voilà, qu'on retrouve pas mal en fait chez les entrepreneurs où nous allons en fait par soif de vouloir plaire à tout prix, on va diminuer en fait nos tarifs, on va brader en fait pour éviter que l'autre ne nous aime pas. Et très souvent, certains associent le fait de demander cher à être méchant. Et très souvent, quand on nous fait une fleur, on fait une réduction, les personnes vont dire ah tiens c'est gentil. Alors que si on est dans cette envie d'être gentil, si on est dans cette envie de plaire, on ne va pas pouvoir demander les prix qui nous sont justes pour nous et ces prix qui ont tendance à nous honorer, à nous respecter. Voilà, le besoin de plaire à tout prix. Je me disais que j'avais oublié un, et c'était celui-là. Il est vraiment très intéressant celui-là parce que ça va générer toutes sortes de comportements. D'aller chercher l'attention de l'autre aussi. Il y a un côté séducteur en fait. Et effectivement, donc dis-moi que je suis bien, dis-moi que j'ai fait juste. C'est assez proche du besoin d'être validé, avec une petite connotation effectivement du petit garçon ou de la petite fille adaptée et qui va chercher une caresse sur la tête. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça en fait. Et c'est vrai que là, on voit clairement, hein, par rapport à ces 12 symptômes, à quel point la dépendance affective est plus un obstacle à ce qu'on puisse être un entrepreneur rayonnant qu'une aide, qu'un soutien. Ouais. Ok, alors chers amis, moi je propose que gentiment on dise le mot de la fin et puis on va se retrouver dans la partie 2. Donc effectivement, comme disait Romy, n'hésitez pas
à poser vos questions, où que se trouve cette vidéo. On va y répondre volontiers. Et puis, ben, on se retrouvera dans la partie 2. En conclusion, qu'est-ce que tu aurais envie de dire, Romy? Alors, en conclusion, je dirais en fait, pour moi, en fait, sortir de la dépendance affective, pourquoi est-ce que c'est essentiel, même si là, il y a quelques raisons que j'ai partagées avec vous. Pour moi, c'est essentiel parce que c'est lorsqu'en sortant de cette dépendance affective, la dépendance affective étant une posture d'enfant en fait qui est là à attendre de l'extérieur, parce qu'en sortant de cette posture-là, on devient en fait l'adulte responsable qui va à ce moment-là servir, être au service des autres, parce qu'il sait lui prendre soin de ses besoins. Alors à ce moment-là, il va être au service des autres. Et je crois que en France, on est dans une société qui assiste beaucoup et qui maintient en fait inconsciemment les gens dans une forme de victimisation, dans une forme de dépendance. Et en tant qu'entrepreneur, comme on est vraiment des, des acteurs en fait pour le changement du monde, c'est ma vision en moi. On change la société, c'est grâce aux entrepreneurs en fait que la société elle change. Donc ça va nous permettre en tant qu'entrepreneurs de pouvoir impacter encore plus, pouvoir donner encore plus et recevoir naturellement en fait encore plus. Voilà. Oui, j'aime beaucoup ce que tu dis, Romy, et le mot qui me vient pour moi, c'est la liberté d'entreprendre, quand effectivement on se libère de cette emprise en fait, que peut être la dépendance affective ou une forme de codépendance, que ce soit vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis de nos partenaires, du regard de l'autre. C'est comment je passe de cette codépendance à de l'interdépendance, parce qu'il y a une réelle intelligence à se connecter à l'autre. Et je crois que on va vers de plus en plus d'entrepreneuriat, de plus en plus de solo-entrepreneurs et de réseaux d'entrepreneurs. L'entreprise, telle que l'ont connue nos grands-parents, ben, elle est en train gentiment de s'essouffler, de se réinventer. Et donc, chaque individu devient un centre de profit, au service d'impacter le monde d'une manière noble, on va dire, et de comment effectivement cette intelligence émotionnelle, affective, cette maturité émotionnelle et affective, eh bien, je peux la mettre au service de cette graine que j'ai en moi. Et puis finalement, mais pourquoi est-ce que je suis là? Je pense que j'ai probablement quelque chose à réaliser, à offrir au monde, à ma façon d'y contribuer. Donc, je suis vraiment très, très heureuse, Romy, que nous ayons pu partager ces pépites et d'amener de la compréhension et de la lumière sur des mécanismes qui, parfois, nous emprisonnent. C'est comme un filet à la patte. Et je pense que là, il y a vraiment de quoi contribuer à faire qu'il y ait d'autres entrepreneurs et d'indépendants qui puissent se libérer, grandir ensemble et s'accepter aussi, parce que moi j'ai pu voir à quel point récemment j'ai découvert un outil dont je parlerai peut-être une autre fois, qui m'amène à m'accepter telle que je suis, alors que j'étais souvent en non-acceptation de la spécificité que je suis. Je sais que je suis une personnalité hors norme. Aujourd'hui, j'ai pas peur de l'affirmer. Et en même temps, il y avait une part de moi qui me freinait, qui me disait « Mais non, mais tu peux pas. Il faut que tu te mettes dans le rang. » Aujourd'hui, c'est ça le message que j'ai envie de dire. Ben oui, osez rayonner, osez exprimer et montrer, rayonner votre grandeur d'âme, parce que le monde a besoin de vous. Excellent.